Bonjour et bienvenue pour ces troisièmes e-rencontres notaires conseil d'entreprise NCE, le réseau des notaires spécialisés en droit des affaires engagés auprès des chefs d'entreprise et des entreprises. La question que nous allons aborder ce matin est celle de l'acquisition, de l'optimisation et de la transmission de l'immobilier de votre entreprise. Un rendez-vous en 3 temps au cours duquel vous êtes invité à intervenir en posant vos questions dans l'onglet chat. Il se situe en bas à droite de votre écran. Ces questions me seront ensuite redirigées. Vous êtes également sollicité pour répondre à quelques sondages qui permettront de mieux coller à vos préoccupations. Je vous propose donc tout de suite, avant de débuter notre premier rendez-vous, de répondre à cette première question, donc dans l'onglet qui apparaît à la droite de votre écran. Êtes-vous propriétaire de votre immobilier d'entreprise? Petit A, oui. Petit B, non. Et dans quelques secondes, nous allons relever vos réponses. On démarre tout de suite avec notre premier duo d'experts. Faut-il acquérir son immobilier d'entreprise? Avec nous pour répondre à cette question et donner quelques clés de compréhension, Marie-Laure de Souza, présidente de la FNAIM Entreprise et directeur Europe chez JLL. Bonjour. Bonjour. Prenez le micro, je vous en prie. Et maître Guillaume Pinsard, notaire à Rennes, membre du réseau NCE. Bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite, je vous propose, avant de démarrer avec les questions, de relever les réponses du sondage qui nous sont arrivées. Eh bien, écoutez, c'est 50, on est à 50-50. 50% des personnes qui nous suivent sont propriétaires de leur immobilier d'entreprise et les autres non. Notre thème, du coup, colle parfaitement. Faut-il ou non acquérir son immobilier d'entreprise? Alors, dans le contexte de la pandémie, Marie-Laure de Souza, comment a évolué la demande des professionnels? Alors, sur l'acquisition pour leur propre compte d'une part et pour l'acquisition des locaux pour leur entreprise d'autre part, par leur entreprise d'autre part. Alors, la pandémie a accéléré un certain nombre de tendances. Nous allons en parler ce matin sur la façon dont les entreprises appréhendent leur objet, leur immeuble, de quelle façon justement ils souhaitent utiliser leur espace de bureau, leur espace de travail. Ce que nous pouvons dire sur l'acquisition en tant que telle des actifs d'immobilier d'entreprise pour les entreprises de façon générale en France a légèrement évolué, puisque pour vous donner des chiffres, en Île-de-France, le parc de bureaux représente environ 55 millions de mètres carrés. La demande placée, donc le nombre de mètres carrés qui sont loués tous les ans, représente environ 2,2 millions de mètres carrés. Sur ces 2,2 millions de mètres carrés, uniquement 10% des locaux jusqu'en 2019 étaient achetés par les entreprises. Ce qu'on peut se dire, c'est que la pandémie a fait évoluer ce mode donc d'utilisation des locaux, puisque nous sommes passés à 12% en 2021 et nous imaginons que les entreprises vont encore plus acheter leurs locaux en 2022 et donc aller sur un 15% quasiment du marché sur l'acquisition des locaux, et cela dû jusqu'à présent au taux qui était relativement bas, dû au fait aussi que les entreprises ont envie de se constituer un patrimoine et bien entendu de répondre à leurs besoins spécifiques pour leur utilisation de ces locaux. J'imagine aussi dans cette réponse les locaux qui sont mixtes entre le bureau et l'activité, et lorsque justement on veut fabriquer quelque chose dans son actif d'immobilier entreprise, on a des besoins spécifiques et de ce fait on préfère être propriétaire de ces locaux. À titre personnel, du coup, ou au titre de l'entreprise? Alors, en général, cela se fait au titre de l'entreprise. Après, nous allons justement aborder l'acquisition pour le chef d'entreprise en tant que tel. Mais là, je parle plutôt en région parisienne d'entreprises qui achètent leurs locaux pour le compte justement de leur propre utilisation comme un outil de travail. Guillaume Pinsard, je rappelle que vous êtes notaire à Rennes. Comment la demande de vos clients a-t-elle évolué? Alors, on peut faire un petit point sur le marché en région de l'immobilier d'entreprise. Au même titre que le marché francilien, il a été très résilient en 2021. 2019,
une année exceptionnelle. 2020, une chute des transactions avec la perte des grands comptes sur nos terres provinciales. Donc, l'immobilier a bien été impacté. Et donc, 2021, on est revenu à une moyenne des 10 dernières années, des résultats légèrement supérieurs. Donc, effectivement, on a un marché qui prend de belles couleurs cette année et donc qui revient dans la course. On est un petit peu sur le même modèle que celui de l'Île-de-France, on observe le même dynamisme ou pas tout à fait? Oui, avec des correctifs et puis des demandes qui ne sont pas tout à fait la même. Sur les tailles de locaux, par exemple, on est sur des surfaces qui sont moins importantes en province. Voilà. Marie-Laure de Souza, avant de se porter acquéreur, quel est le premier critère à prendre en compte pour un investissement professionnel et patrimonial durable, puisque c'est la mode aujourd'hui? Alors, le premier critère dépendra bien entendu de l'activité de l'entreprise, de ce qu'elle souhaite donner comme image aussi à son entreprise, pour ses salariés, pour ses clients. Mais le premier critère en 2022, c'est le développement durable. C'est justement la possibilité d'avoir un actif qui vive dans le temps, qui puisse être pérenne, qui réponde à l'éco-énergie tertiaire qui est mise en place, donc le feu décret tertiaire sur justement les demandes de gestion de son immobilier responsable. Donc, c'est la grosse différence par rapport à ce que nous avions dans les années passées, où on parlait presque de tarte à la crème, on l'évoquait ce matin. Aujourd'hui, on est vraiment sur une démarche beaucoup plus responsable, beaucoup plus sûre. Et de la même façon, lorsqu'on achète son immobilier d'entreprise aujourd'hui, on doit imaginer son besoin d'aujourd'hui, mais de demain et d'après-demain. Donc, au-delà du côté du développement durable, c'est la flexibilité que l'actif va pouvoir apporter à son usage. Et là, la pandémie a accéléré certaines tendances, mais aussi à modifier la façon dont les entreprises donc gèrent leur usage de l'immeuble de bureau. Un petit exemple, il y a encore 2 ans, l'ensemble des immeubles de bureaux purs étaient utilisés à 60% pour l'espace individuel. Donc, vous aviez votre espace de travail individuel, puis sont arrivés des mots terribles comme le flex office, comme un usage différent de ces espaces, où effectivement, aujourd'hui, les 60% de travail individuel se transforment en 60% de travail collectif. Pourquoi vient-on au bureau? On vient au bureau, et on l'a appris pendant la pandémie, pour voir les autres, pour se sociabiliser, pour échanger, pour apprendre, pour former les plus jeunes. Donc, on a besoin d'espaces complètement différents et on doit se projeter dans un immeuble qui va être transformant par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Alors, ça, on peut le comprendre dans une grande PME, voire une ETI, mais est-ce que les petites PME, voire les TPE, ont également cette conscience? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la France a un territoire très intéressant pour les petites entreprises, pour les startups. Les PME, PMI, aujourd'hui, ce sont beaucoup de sociétés de la nouvelle économie, des nouvelles technologies, qui ont des collaborateurs qui recherchent cela, qui recherchent le contact, qui recherchent la façon donc de venir au bureau et de vivre une expérience. Donc, ça ne veut pas forcément dire mettre un baby-foot dans toutes les entreprises. Je vous l'accorde complètement. Ce n'est pas forcément la philosophie de l'entreprise, mais une façon légèrement différente de travailler qui est beaucoup plus en groupe, en équipe, en mode projet. Ça, c'est vraiment ce qu'on rencontre et ça transforme de façon définitive l'usage d'un immeuble de bureau. Pour vous donner un exemple, jusqu'à présent, un immeuble de bureau était assez classique dans son usage. Vous aviez des parkings dans les sous-sols, vous aviez un accueil au rez-de-chaussée avec un restaurant de l'entreprise, des bureaux et potentiellement, si vous aviez de la chance, vous aviez un petit balcon filant au dernier étage où vous pouviez avoir une jolie vue. L'immeuble de bureau se transforme complètement, que ce soit en locatif ou que ce soit à l'acquisition. On est en train d'imaginer justement un endroit où on a envie de venir, où on a envie que ses collaborateurs viennent de plus en plus pour créer cette ambiance d'entreprise. Et là, les sous-sols se transforment en logistique urbaine, en stockage de vélos. Vous allez... C'est pas un peu un monde idéal, là, quand même, que vous nous décrivez? On a l'impression d'avoir un catalogue, mais la vraie vie de l'entreprise, elle ressemble quand même rarement à ça. Eh bien, aujourd'hui, on constate, on a des faits, on a des exemples, on pourrait vous en montrer un certain nombre. Autant les investisseurs qui louent leurs locaux, donc essayent justement d'attirer de plus en plus d'entreprises, donc sont en train de transformer leurs immeubles dans ce sens, mais les entreprises qui sont propriétaires de leurs locaux ont aussi vraiment envie d'attirer, parce qu'elles sont peut-être plus petites que d'autres, leurs collaborateurs. Donc, pour terminer la transformation, effectivement, le mode de restauration change. On parle de flex office, mais de coworking, de corpo-working. Donc là, effectivement, les rez-de-chaussée des immeubles de bureaux sont en train de se transformer en lieu d'accueil des clients et des collaborateurs. Et dans les espaces de bureaux, vous
avez donc une transformation de l'aménagement jusqu'à aller à une 5e façade où vous allez avoir plutôt des rooftops que ce fameux balcon filant dont on parlait tout à l'heure. Je rappelle aux personnes qui nous suivent qu'elles peuvent poser leurs questions dans l'onglet chat qui se trouve en bas à droite de leur écran. Elles arriveront directement sur la tablette qui est devant moi et je m'en ferai le porte-parole. Guillaume Pinsard, on entend donc Marie-Laure de Souza pour la FNAIM nous brosser le portrait de l'Île-de-France. Est-ce que dans votre région, dans la région rennaise, on a également cette même préoccupation? Alors, même en dehors de la région rennaise, on sent bien que nos clients appréhendent une évolution au titre de l'immobilier d'entreprise, puisque les premiers éléments qu'ils ont pu percevoir, c'était d'abord le coworking. Bon, certains de nos chefs d'entreprise nous ont dit c'est gadget, c'est pas adapté à mon entreprise, mais par contre, ils ont subi comme deuxième évolution le télétravail, le travail hybride, et là, il s'est imposé à eux avec la crise sanitaire. Donc, ils ont dû le subir et se rendre compte qu'il y avait une évolution qui était en marche au sein de l'immobilier d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle est de les sensibiliser à cette évolution, que l'on soit broker, que l'on soit promoteur ou notaire. Effectivement, on a la nécessité de les avertir là-dessus. Et nous avons commencé ce travail tout d'abord avec la loi Pacte qui a introduit la notion de RSE, de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et donc, dès lors, il a fallu qu'on introduise ça au niveau juridique avec tout le corporate, en proposant à nos chefs d'entreprise de changer leur objet social et leur faisant part des critères, des nouveaux critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Aujourd'hui, effectivement, tout ça semble être une chose qui est intégrée par tout le monde. Le chef d'entreprise, lui, il est au sein du développement durable, puisqu'on lui parle tous les jours à la télé du développement durable. Donc, il y a le développement durable en général, le développement durable de son entreprise et le bien-être au travail. Donc, il doit percevoir ces éléments parce que le marché du travail est compliqué. Aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement, que ce soit en région parisienne aussi, difficultés de recrutement. Donc, dès lors, l'immobilier d'entreprise n'est pas seulement un investissement patrimonial, n'est pas seulement un lieu de travail, un lieu professionnel, mais c'est aussi l'image de l'entreprise et un élément d'attractivité des forces vives de l'entreprise, presque une marque, je dirais. Et est-ce qu'en termes de surface, aujourd'hui, vous observez des chefs d'entreprise qui viennent vous consulter pour dire « je souhaiterais acquérir des locaux d'une moindre surface parce que télétravail, parce que flex office, mais aussi parce que dans le marché immobilier, les prix ont tendance à grimper dans toutes les grandes agglomérations ». De mon côté, oui, j'ai perçu cette demande de diminution des détails et des surfaces vendues, en tout cas chez nos chefs d'entreprise, en tout cas. Donc aujourd'hui, la nécessité pour eux, c'est de se dire qu'il faut réinventer l'entreprise, mais maintenant au travers de l'immobilier entreprise, ce qui paraissait totalement invraisemblable il y a quelques années. Donc, faire de l'immobilier d'entreprise quelque chose de sexy et bankable, ça paraissait totalement incongru il y a quelques années. Alors, on a une question qui nous arrive. N'est-ce pas un moyen de conserver les collaborateurs sur place pour augmenter leur temps de travail sous couvert d'un nouveau concept? Voilà. Donc, en gros, est-ce que le développement durable, un bâtiment, on va dire, attractif, alors pas forcément avec des baby-foot à tous les étages, ne serait pas un moyen de garder les collaborateurs plus longtemps au bureau? Question presque sociologique. Complètement. En fait, je vous parlais tout à l'heure d'accélération des tendances. Comme nous venons de l'évoquer, le télétravail nous a appris à travailler avec les collaborateurs d'une entreprise, avec les salariés d'une entreprise à distance. Donc, les faire travailler encore plus, chaque entreprise gère comme elle le souhaite le temps de travail de ses collaborateurs dans le respect évidemment du réglementaire, mais ce n'est pas tout à fait le sujet. C'est est-ce que les gens sont bien au bureau? Est-ce que les gens sont bien dans leur entreprise? Est-ce qu'ils ont envie de rester? On évoquait justement la difficulté aujourd'hui d'attirer et de retenir des talents. L'immeuble de bureau est un endroit où les gens doivent se sentir mieux, donc pas forcément y rester encore plus longtemps, mais quand ils y sont, qu'ils aient envie d'y aller, qu'ils aient envie d'y rester. Après, si chacun est tellement bien au bureau qu'il préfère y rester qu'à la maison, ce sont des sujets qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui. Mais pour revenir sur effectivement ce que nous disions, la tendance est vraiment moins de bureaux, mais mieux de bureaux, pas forcément pour y amener justement encore plus de temps de travail, mais de qualité de travail. Alors, nous faire monter une remarque, on ne parle, et c'est vrai, quasiment, merci pour cette remarque, que de bureaux. Qu'en est-il pour les autres qui font de la production?
Est-ce que les préoccupations également ont changé pour les bâtiments industriels, voire tertiaires, tertiaires, pour les activités par exemple de logistique, j'entends? Alors, on a deux typologies de locaux industriels. Nous avons des locaux d'industriels qu'on peut qualifier d'activité, et donc c'est de la fabrication légère, de la transformation légère, et des locaux de logistique qui aujourd'hui répondent aussi à un nouveau mode de communication et de consommation des produits, où on a tous envie d'avoir en 2 heures nos produits livrés. Derrière, il y a toute une chaîne d'approvisionnement, effectivement, qui oblige à avoir une transformation de la logistique urbaine, de la logistique du dernier kilomètre, du stockage et de l'approvisionnement de l'usine au consommateur final. Et oui, effectivement, il y a une transformation majeure de ces actifs, puisque nous les utilisons de plus en plus. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on réindustrialise le territoire et on voit de plus en plus, justement, de petits locaux de production se fabriquer sur le territoire. Et on a besoin, justement, d'attirer aussi des talents dans ces locaux. Et pour la logistique, c'est la même chose. Et je pense qu'en région... Alors, il y a une question de pression foncière aussi. On sait que les grandes agglomérations, telles que celle de Rennes, qui est une des 20 plus grandes villes de France, on a cette pression foncière, la difficulté de trouver du foncier si on veut faire du neuf. Et puis aussi la question, celle de la réadaptation d'anciens locaux pour ceux qui existent. Oui, oui, tout à fait, la transformation des usages sur des friches industrielles. Mais en tout cas, toujours est-il que dans nos territoires provinciaux, on a une problématique relativement aux locaux d'activité, c'est qu'aujourd'hui, on est sous-offrant et il y a peu de turnover sur ces marchés. Donc, il va falloir repenser, effectivement, libérer peut-être des espaces. Et ce n'est malheureusement pas la mode de grignoter les terres, par exemple, agricoles pour les transformer. Réhabiliter les friches industrielles, oui, mais pour le reste, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Et c'est pareil pour la logistique, qui, elle, c'est un marché sous-offrant avec des problématiques aussi de normes et d'ICPE. Et on a toujours cette problématique du dernier kilomètre à mettre en place. Et c'est compliqué de rapprocher ces ensembles et ces entrepôts logistiques avec leurs contraintes environnementales proches des agglomérations. ICPE, installation classée pour l'environnement. Voilà, protection de l'environnement pour les personnes qui seraient dans un autre secteur qui n'aurait pas l'acronyme. Vous dites que le marché est sous-offrant, il y a peu de turnover. C'est parce que, précisément, on parle de l'acquisition des locaux. Les propriétaires veulent rester propriétaires de leurs locaux et ne veulent pas les céder, ou bien est-ce parce que les entreprises sont toujours actives à l'intérieur? Non, c'est qu'on manque par rapport à la demande, on a vraiment... on manque de produits, en fait, tout simplement. Et donc, ces gens-là donc, ne bougent pas parce qu'ils auront une difficulté à trouver des nouveaux locaux. Voilà. C'est comme ça que je le perçois aujourd'hui, en tout cas. Allez, une dernière question pour finir, peut-être à vous, Marie-Laure de Souza. Quel est aujourd'hui le principal accélérateur de l'acquisition des murs? Alors, le principal accélérateur va concerner la typologie de l'entreprise. On vient de l'évoquer, une entreprise qui donc cherche à fabriquer de la production va avoir une vraie difficulté à pouvoir investir, amortir donc sa production. Donc acheter ce locaux est vraiment une solution. Et quand on a trouvé justement un immeuble, un actif ad hoc, on le garde et on le conserve. Et c'est aussi évidemment dans une démarche patrimoniale. Le second accélérateur pourrait être vraiment de faire ce que l'on souhaite avec son actif de bureau, d'y donner sa patte, et une patte qui reste justement dans le temps, et on le constate de plus en plus. Merci à tous les deux. Marie-Laure de Souza, présidente de la FNAIM Entreprise et directeur Europe chez JLL, et Maître Guillaume Pinsard, notaire à Rennes et membre du réseau NCE. On enchaîne immédiatement avec notre second duo d'experts pour évoquer ensemble la meilleure façon d'optimiser son investissement en immobilier d'entreprise.
La meilleure manière d'optimiser son investissement, avant d'entamer notre discussion, une nouvelle question dont les réponses nous aideront également à orienter le débat. Avez-vous acquis l'immobilier de votre entreprise pour vous assurer un complément de revenus, pour le revendre à votre cessation d'activité afin de vous constituer un capital retraite, ou bien donner un actif à l'entreprise qui lui apporte plus de valeur? Vous répondez à cette question dans l'onglet qui se trouve en bas à droite de votre écran pour faire vivre cet échange. J'accueille Christophe Villepot, notaire à Meaux, membre du réseau NCE. Bonjour. Bonjour Guy. Et Nora Vartagnan, expert comptable, fondatrice de Valiance. Bonjour. Bonjour. Alors, simple question de logique, hein. Notre échange est dédié à celui de l'optimisation de l'immobilier. Ça veut évidemment dire qu'on s'adresse à des personnes qui l'ont déjà acquis, évidemment. Avant de commencer, je vous propose de retrouver la réponse à notre question. On va arriver dans quelques secondes sur la tablette. Alors là encore, c'est assez hétérogène, mais quand même 63% des personnes qui nous ont répondu disent vouloir revendre leur immobilier à leur cessation d'activité pour se constituer un capital retraite. Ça sous-entend qu'ils l'ont acquis en propre. 25% des personnes qui nous répondent disent que c'est pour s'assurer un complément de revenus. Et enfin, 13% qu'il s'agit de donner un actif à l'entreprise qui lui apporte plus de valeur. Voilà, merci donc à tous les deux d'être avec nous. Alors Nora Vartagnan, si vous voulez bien, on va commencer avec vous. Je vais demander à Christophe de vous passer le micro. Alors on nous annonce une remontée des taux d'une part et le resserrement du crédit d'autre part, et puis également des taux d'endettement qui seraient capés pour la plupart des gens à 33%. Je vais être un peu cavalier, mais est-ce que la fin de la fête du crédit est sonnée? Alors, c'est une bonne question. On a entendu parler justement de l'avis de la Haute Autorité de la Sécurité Financière qui en 2020 avait demandé à ce que les crédits accordés aux ménages pour l'investissement immobilier à usage d'habitation ou bien pour l'acquisition de leur habitation, de leur résidence principale, soient limités à 35%. Donc, cela ne concerne pas les gens qui font des investissements dans les biens immobiliers professionnels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à compter du 1er janvier 2022, ce qui était un avis est devenu obligatoire. Si ces critères ne sont pas respectés, les banques, elles ont des pénalités. Donc, ce qui veut dire, in fine, c'est que les personnes qui voudront investir devront faire des apports plus importants puisque le crédit est limité dans la charge du revenu du couple, mais également ce qu'il faut savoir, c'est que la durée elle-même, elle est limitée à 25 ans. Donc il va falloir un petit peu repenser ses investissements et peut-être aller sur du professionnel. Christophe Villepot, quels sont les critères de choix de la structure devant porter l'immobilier d'entreprise? On sait qu'on a le choix de le faire en propre ou en SCI, par exemple, et ce sont des questions qu'on se pose précisément souvent avec son expert comptable ou avec son notaire. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, la question qui est sous-tendue, c'est quelle est la structure pour quel projet, hein? Donc, tout d'abord, il faut identifier les objectifs poursuivis par le chef d'entreprise. On l'a vu tout à l'heure dans le résultat du sondage. Les objectifs peuvent être divers. Alors, tout d'abord, le chef d'entreprise, par exemple, veut-il se créer un patrimoine pour le transmettre, ou pourquoi pas pour générer des revenus pour sa retraite, ou pour simplement faire une plus-value, faire un coût immobilier. Il peut également vouloir optimiser fiscalement l'opération, optimiser pourquoi pas transmettre à ses enfants, ou pour simplement optimiser. On y reviendra dans la troisième table. On y reviendra tout à l'heure, Géraldine et Hubert nous en parleront, mais également optimiser le revenu locatif en créant un déficit foncier, si on est imposé à l'impôt sur le revenu, ou grâce à l'amortissement, à l'impôt sur les sociétés. Mais enfin, deux autres objectifs qui peuvent être très importants dans le choix de la structure qui va porter l'immobilier d'entreprise, c'est d'une part la volonté de sécuriser l'immobilier de son exploitation. Donc, pourquoi pas l'acheter au bilan de l'entreprise pour bien sécuriser son immobilier. Et c'est un moyen, effectivement, d'éviter de se retrouver dehors avec ses salariés sans avoir la maîtrise du foncier.
Ou alors, tout simplement, et on entend souvent parler, pour protéger l'entreprise des créanciers. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, peut-être que séparer à l'inverse l'immobilier de l'exploitation peut permettre au chef d'entreprise d'éviter de tout perdre en cas de faillite, si le vent des affaires tourne. Alors, on peut toutefois identifier quelques critères essentiels pour aider à choisir la bonne structure d'investissement. Est-ce qu'il faut acheter effectivement au bilan de l'entreprise, à titre de patrimoine professionnel ou à titre d'un patrimoine privé, en SCI ou en nom propre? Trois principaux critères et trois principaux avantages dans chacune des choses. Tout d'abord, au bilan de l'entreprise, Monsieur Martin qui veut acheter par exemple sa concession automobile, les murs de sa concession automobile. La fameuse concession Martin. La concession Martin, que tout le monde connaît. Donc, première solution, il a mis au bilan de son entreprise. Quels vont être les trois avantages? Le premier, ça va être que ça constitue le gage de la stabilité de l'entreprise vis-à-vis du créancier. La structure est à la fois propriétaire de son fonds, de son activité, mais également de son immobilier. Deuxième avantage, ça va être de faciliter le financement. Une fois qu'on est propriétaire, c'est plus facile de lever du crédit, mais également d'optimiser la transmission par le Dutreil, et ça sera traité dans le troisième tableau. Et on voit que quand même les 2/3 des personnes qui nous suivent ce matin sont des personnes qui souhaitent, à la cessation d'activité, revendre le bien pour se constituer donc un capital retraite. Là, par contre, ça sous-entend qu'ils l'ont acheté en patrimoine privé, absolument. Alors là, en nom propre ou en SCI. On traitera tout à l'heure le cas de la SCI, mais les trois avantages. Le premier, ça va être de mettre à l'abri l'immobilier d'entreprise des créanciers. Je l'évoquais tout à l'heure avec les procédures collectives, les liquidations, les redressements judiciaires. Autre avantage, c'est de constituer, et c'était dans le résultat du sondage, un revenu pour sa retraite, mais également de faciliter la transmission si on a des enfants qui sont non repreneurs. Tous les enfants, souvent les entreprises se transmettent dans un cadre familial, mais pas toujours, et parfois il n'y a que certains enfants qui reprennent. Et est-ce qu'à ce titre-là, il faut être particulièrement précautionneux sur la rédaction des statuts? Alors oui, c'est important. Alors la SCI, par exemple, si on prend le cas de l'acquisition de son immobilier d'entreprise par la SCI offre une grande liberté contractuelle. On peut, dans le cadre des statuts, stipuler beaucoup de choses. Et c'est très important parce que ça fait le vrai distinguo avec l'indivision. Rappelons la situation de l'indivision. Vous achetez en nom propre ou avec votre partenaire de Pacs ou votre époux séparé de biens. Vous êtes sous un régime qui fait qu'en cas de décès ou en cas de mésentente, on peut avoir un blocage complet, puisque le principe, sauf des exceptions assez difficiles à mettre en œuvre, le principe de l'indivision, c'est l'unanimité. On ne peut rien faire d'important sur l'immeuble sans être d'accord. Notamment, on ne peut pas conclure un bail commercial sans l'accord des co-indivisaires. La SCI permet, grâce à des règles de majorité, de pouvoir assouplir la chose et éviter les blocages. Mais pour ce faire, il faut évidemment qu'il y ait une rédaction soigneuse des statuts. Pensons par exemple à l'étendue de l'objet social, au pouvoir du gérant de l'entreprise, de la SCI, aux règles de majorité. Est-ce que pour conclure un bail, pour vendre, il faut avoir une majorité des 2/3, des 3/4? Voilà, tout ça, c'est une règle importante. Et le sur-mesure, pas de prêt-à-porter en la matière, c'est du sur-mesure qu'il faut faire. Et votre notaire est là pour vous conseiller. Ça, c'est dit. On a une question qui nous arrive via l'onglet questions, donc vous pouvez utiliser à loisir évidemment en bas à droite de votre écran. Mettre l'immeuble à l'actif alourdit la valeur de l'entreprise et devient un frein pour la vente. L'acheteur demande souvent la sortie de l'immeuble. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est aussi quelque chose dont on parlera après au niveau de la transmission. Je le dis à notre internaute qui a posé la question. Néanmoins, est-ce que vous avez un avis à porter sur la question l'un et l'autre? On pourra en discuter pendant 3 heures. Mais prenez le micro, je vous en prie, déjà pendant quelques secondes. D'accord. En fait, il est possible aussi de céder des branches d'activité complètes. Si on ne veut pas céder tout l'ensemble, toute la société, il est possible de céder les branches d'activité complètes. Et puis après, on retombe encore dans la question qui va suivre. Si on a l'immobilier dans l'entreprise, quelle est la fiscalité de l'entreprise? Est-ce qu'on est à l'IS ou à l'IR? Et tout va dépendre. C'est pour ça que là, répondre de manière générale, c'est très compliqué. Peut-être un élément de réponse, mais je sais que ce sera traité en troisième partie. Mais donc, je ne veux pas du tout effleurer le sujet. Mais effectivement, il est de toute façon, quand on transmet son entreprise, nécessaire d'anticiper la transmission et effectivement, éventuellement, de préparer. Si on sait qu'on a un business qui va se transmettre
plutôt hors immobilier, c'est de préparer en amont pour sortir cet immobilier dans le temps. Mais après tout, on aura fait une belle carrière en sécurisant son activité, la préparer quelques années avant pour fiscalement optimiser la transmission, c'est tout à fait normal et c'est le moment venu quand on veut transmettre. On a une autre question. Il me semble que les subventions publiques sur l'immobilier exigent que celui-ci soit inscrit au bilan de l'entreprise. Qu'en est-il réellement ? Oui, alors, oui, ça peut dépendre. Alors, les subventions, pas nécessairement. En revanche, il y a eu quelques dispositifs, alors pas dans cette loi de finances, mais la loi d'avant, qui permettaient, pour passer la crise sanitaire, d'avoir des systèmes d'amortissement, spécial d'amortissement pour permettre effectivement de diminuer le résultat et de, en fait, finalement, les plus-values latentes, profiter d'un amortissement spécifique pour cela. Ouais. Alors, on a une question avec des mots très forts, qui nous arrive. L'impôt sur le revenu pour l'immobilier d'entreprise, n'est-ce pas du suicide fiscal ? Quel est le seuil de valeur d'entreprise pour l'IS, nous demande-t-on. En fait, on va essayer d'y répondre, mais dans la prochaine question. C'est le sujet qui suit, en fait. C'est le sujet sur la prochaine table ronde. Vous pouvez continuer à poser vos questions, évidemment, à Nora Vartagnan et Christophe Villepeau. Je reviens justement sur le choix du régime fiscal. Christophe Villepeau, avec vous, quels sont les éléments objectifs qui peuvent nous aider à choisir l'un plutôt que l'autre? Alors, j'ai plutôt passé la parole à Nora, voilà, pour le choix. Allons-y pour Nora, pardon. Du coup, on va peut-être essayer de répondre aussi aux téléspectateurs, enfin, à la personne qui a posé la question. Alors, le choix, en fait, on aimerait choisir les deux régimes lorsque l'avantage est meilleur dans l'un ou dans l'autre. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et là, justement, la prochaine table ronde vous expliquera comment faire. Mais on va tout d'abord présenter les avantages dans le régime de l'IS, qui est en fait où c'est vraiment avantageux pendant la phase de perception des revenus locatifs. Donc en fait, pour deux raisons. La première raison, c'est que vous avez droit de déduire un amortissement. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un amortissement, c'est la valeur de la construction étalée sur sa durée d'utilisation. Donc, en fait, c'est une charge fictive qui va venir diminuer le résultat fiscal. Et cette charge, donc, elle n'est pas décaissée, elle est simplement calculée. Donc, bon, il y a des manières de le faire. On ne va pas rentrer, on va pas rentrer dans le détail, mais donc en fait, ce qui permet d'avoir un résultat fiscal moindre par rapport aux modalités de calcul si on était à l'impôt sur le revenu. Donc là, toutes les simulations montreront que l'IS est la meilleure option à faire pendant la durée des revenus. On a des revenus locatifs. On peut basculer de l'un à l'autre facilement? Alors, la bascule, il vaut mieux l'anticiper encore. Donc, et la bascule, elle est plus faite justement avec une ingénierie patrimoniale de démembrement. Et ça, je voudrais pouvoir aller jusqu'au bout du raisonnement pour que vous compreniez tout ce qui va se passer. Donc, et la deuxième raison pour l'IS, c'est que le taux d'IS en lui-même est plus faible que le taux marginal à l'impôt sur le revenu. Donc, le taux d'IS est de 15% jusqu'à 38 120 et au-delà de 25%. Au niveau du taux marginal, vous savez qu'on peut arriver jusqu'à 45% selon sa tranche d'imposition. Donc, bon, là, on comprend assez facilement, on a envie d'opter pour l'IS. Mais arrive le moment où, comme les internautes souhaitent vendre leurs biens pour avoir un capital financier. Là, ça devient compliqué à l'IS, c'est plus du tout avantageux. Et là, tout le monde sait que c'est le régime des plus-values des particuliers qui est juste formidable parce qu'il vous donne des abattements. Donc, l'abattement, c'est-à-dire qu'on va réduire la plus-value dégagée jusqu'à pouvoir l'exonérer au bout de 22 ans pour l'impôt sur le revenu. On y reviendra dans notre troisième temps de rencontre pour parler justement de la transmission. Alors, c'est pas vraiment de la transmission parce qu'on peut céder. C'est-à-dire, on l'a vendu et quand on vend, on a une plus-value. Et quand on transmet, on a une plus-value aussi. Donc, c'est là, dans ce cadre-là,
on soumet, donc on a une fiscalité qui est là. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que quand on a le bien professionnel qui est inscrit au bilan, soit directement de l'entreprise, soit d'une entreprise avec laquelle on a des liens, donc tout est cadré, hein, sous condition. Il y a ce qu'on appelle l'article, excusez-moi, 151 septies B. Oui, vous pouvez vous Voilà, excuser, pardon. Donc là, la durée, je vous disais tout à l'heure, c'est 22 ans pour l'exonération totale impôt sur revenu et 30 ans pour les contributions sociales. Ici, grâce à cet article-là, et si donc un bien professionnel inscrit à un bilan, pas en détention directe, j'insiste bien, l'abattement est de 10% sur 15 ans. Donc au-delà, si on détient le bien au-delà de 5 ans. Et comment est-ce qu'on peut récupérer la TVA sur les travaux qu'on aurait réalisés à l'intérieur de ces locaux professionnels? Alors, pour cela, il va falloir opter à la TVA dans le bail. Donc, c'est-à-dire que comme le preneur et le bailleur sont liés, donc forcément, on est d'accord et on va opter. Donc ça, c'est la première condition. Alors, il faut faire aussi attention quand on décide d'opter à la TVA. L'avantage, c'est qu'on peut récupérer les TVA qu'on grevait le bien à l'acquisition ou bien derrière les travaux, les charges. Mais attention, il y a le droit à déduction est définitivement acquis au bout d'une période de régularisation qui est de 20 ans si on a déduit la TVA sur le bien immeuble, ou sur les biens mobiliers, c'est 5 ans. Donc, il faudra faire très attention au changement d'affectation, une cession, par exemple, qui pourrait arriver dans la période de 20 ans. Il faudra reverser la TVA qui courait sur la période qui restait, la période de régularisation. Et si je peux juste, si j'ai une petite seconde, et au niveau de, donc là, donc l'administration, enfin, il y a une réponse ministérielle de novembre 2021 qui permet, si on a plusieurs bailleurs, hein, il y a une partie professionnelle, une partie qu'on donnerait en location à un autre preneur. Dans ce cas-là, il serait possible, même dans un même immeuble, de faire, d'opter pour une partie pour un preneur à la TVA, et pour le même bien qui est dans un autre local et dans le même immeuble mais qui est pris par un autre preneur, de ne pas soumettre ce local à la TVA. Donc ça on pourrait peut être aussi faire le cas de filiale, par exemple, de sa propre société. Exactement. Voilà. Merci. Christophe Villepot, de la détention en propre ou via une SCI qu'on a abordé. Quels sont les autres modes de détention possibles? On pense notamment au crédit bail immobilier, mais il y en existe d'autres sans doute. Oui, alors il y en existe beaucoup d'autres, mais trois principaux autres modes de détention. Alors le crédit bail immobilier, le bail à construction, dont les chefs d'entreprise peuvent entendre parler, et puis l'usufruit temporaire. Alors l'usufruit, pardon, excusez-nous, parce que c'est... L'usufruit temporaire. Alors l'usufruit, c'est la faculté de pouvoir percevoir des revenus ou d'avoir la jouissance d'un bien sans en être propriétaire. Concrètement, sur un immeuble, l'usufruitier va pouvoir occuper le local sans payer un loyer, puisqu'il a cette faculté de jouir de l'immeuble. Et on discutera notamment aussi dans le cadre de la transmission et notamment familiale de l'intérêt qu'il peut y avoir à choisir ce mode de détention. On ne va pas déflorer le sujet, allez-y. Absolument. Donc, par exemple, un des trois modes, c'est le crédit bail immobilier. Alors, il est assez adapté en pratique pour deux raisons. Lorsque c'est un mode de fonctionnement de l'entreprise, on a beaucoup de grosses structures qui achètent systématiquement leur immobilier par le crédit bail, mais également lorsque le financement est un peu juste ou que le banquier demande un peu trop d'apport, grâce au crédit bail immobilier, ça arrive parfois, ou en tout cas, qui ne demande pas forcément trop d'apport, mais que le chef d'entreprise ne veut pas mettre autant d'apport ou ne peut pas. Dans ce cas-là, c'est le banquier qui reste propriétaire. C'est ça le crédit bail immobilier. On souscrit, c'est le crédit bailleur qui est le banquier, qui souscrit un contrat avec le crédit preneur, qui est soit la structure d'exploitation, soit la SCI. Dans ce cas-là, si c'est une SCI, elle va sous-louer évidemment à Monsieur Martin qui a sa concession automobile. Et en fait, le crédit preneur va pouvoir lever l'option à l'issue du crédit bail. Mais pendant toute la durée, c'est le banquier qui est propriétaire. Donc, dans ce cas-là, comme il reste propriétaire tant que vous n'avez pas tout payé, il est plus à même de vous prêter le prix, mais également les frais. Alors, évidemment, la redevance que vous paierez, c'est pas gratuit, hein, la redevance de loyer de crédit bail qui va être payé sur la durée va passer en charge pendant le fonctionnement. Mais attention, à la sortie, il est vrai qu'il y a un petit coup sur la tête puisqu'on se resitue comme si la SCI, par exemple,
où la société d'exploitation était propriétaire depuis l'origine. Donc tout le suramortissement qui aurait pu être fait par l'entreprise pendant le fonctionnement, on va passer, je dirais, à la caisse, à la sortie, et voire même payer une plus-value en cas de changement de régime fiscal. Alors, toutes ces notions, on est bien conscient. Voilà, on vous en parle comme ça pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes. On essaie de condenser, mais ce sont des notions qui sont complexes et on vous invite évidemment à vous rendre chez votre notaire NCE pour avoir un entretien en face à face et détailler votre situation parce que ça reste encore le meilleur moyen de débroussailler en profondeur le sujet et de l'adapter à vos besoins propres. Merci à tous les deux. Merci Nora Vartagnan, expert comptable, fondatrice de Valiance, et merci à vous Christophe Villepot, notaire AMO, membre du réseau NCE. Nous allons à présent passer à notre troisième rendez-vous de la matinée. Il est dédié à la transmission de l'immobilier d'entreprise et nous allons l'aborder tout de suite, en quelques secondes. Comment transmettre son immobilier d'entreprise? Avant de répondre à cette question, avant le démarrage de nos échanges, je vous propose de répondre à cette question de notre sondage. Parmi les personnes qui sont propriétaires de leur immobilier d'entreprise, avez-vous déjà consulté votre notaire pour évoquer le cas de cette transmission? Petit A, oui. Petit B, non. On va y répondre dans quelques secondes. Je vous signale également que nous avions beaucoup de questions sur la table ronde précédente et que nous avons consigné ces questions. Ce sont pour des questions de temps que nous ne les avons pas abordées ensemble. Une réponse personnalisée vous sera apportée après cette table ronde. Vous serez recontacté par le réseau NCE afin de répondre à vos questions. Donc avec nous pour parler de ce thème de la transmission de l'immobilier d'entreprise, Maître Hubert Fabre, notaire à Paris et président du réseau NCE. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et Géraldine Pommery, directeur du département entreprise à l'UNOFI, l'Union notariale financière. Bonjour. Bonjour Guillaume. Si vous pouviez nous resituer, s'il vous plaît, l'émission de l'UNOFI. Alors, l'UNOFI accompagne les notaires dans leur activité d'organisation et de transmission du patrimoine de leurs clients, patrimoine privé ou patrimoine professionnel. Donc, l'analyse de la situation familiale, patrimoniale, des objectifs et la recherche de solutions adaptées à chaque cas. Merci. On va tout de suite consulter notre sondage pour voir combien de personnes ont déjà consulté leur notaire pour évoquer cette question de la transmission du patrimoine. Est-ce que nous avons des bons élèves ou non? Là, c'est très partagé. On est à 52, 48, 52% oui, 48% non. Donc, il va falloir nous convaincre de l'intérêt, convaincre l'intérêt des 48% de nos internautes qui ne vous ont pas encore consulté. On va peut-être commencer d'ailleurs par là, Hubert Fabre, quel est l'intérêt de venir voir son notaire pour parler de la transmission, c'est-à-dire bien avant que la question doive être posée sur la table avant la retraite. Je vous invite à prendre le micro. En fait, l'intérêt de voir son notaire, je pense que c'est dans toutes ces questions de transmission, en fait, il y a un facteur clé qui est le facteur de l'anticipation. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une conversation assez en amont parce que c'est des choses, d'abord, c'est des décisions qui se prennent pas comme ça dans l'instant. Ce sont des réflexions qui doivent se mûrir. Et c'est vrai d'aller voir son notaire et d'aller voir des conseils en général. C'est quand même une manière de récolter de l'information pour pouvoir ensuite être en capacité de prendre la bonne décision.
Merci. Alors, Géraldine Pommery, et donc on disait, hein, il y a plusieurs cas de. Plutôt vous poser la question à vous, Hubert, vous avez la parole. Il y a plusieurs cas de transmission. Donc, il y a d'une part le patrimoine privé. On a vu que c'était la préoccupation principale des personnes qui nous suivent ce matin. Puis il y a le patrimoine logé dans l'entreprise. C'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on transmet l'immobilier s'il est logé dans l'entreprise ? Alors, s'il est logé dans l'entreprise, d'abord, ça peut aussi faire partie du patrimoine privé, parce que si je détiens l'entreprise, indirectement, je détiens mon immobilier. Et la question, en fait, va se poser différemment selon que je vends mon entreprise ou que je la transmets gratuitement, c'est-à-dire par donation ou par succession à mes enfants ou à des membres de la famille, voire même à des salariés. On fait des transmissions d'entreprise à titre gratuit à des salariés justement pour les fidéliser et pour les garder au sein de l'entreprise. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on vend l'entreprise, eh bien, la fiscalité, c'est la fiscalité des plus-values aujourd'hui pour le vendeur. Donc, c'est soit la flat tax à 30% aujourd'hui, soit vous savez qu'il y a un système où on peut payer la plus-value dans le cadre de son impôt sur le revenu avec des abattements, et un abattement qui peut intéresser les internautes aujourd'hui en particulier, qui est l'abattement du départ en retraite, puisque on peut avoir un abattement de 500 000 € sur l'impôt de plus-value pour ceux qui partent en retraite avec des conditions, c'est-à-dire qu'il faut que le départ en retraite intervienne dans un délai de 2 ans de la cession de l'entreprise. Géraldine Pommery, est-ce qu'il y a un autre moyen de sortir l'immeuble ou l'immobilier de l'entreprise ? Alors en fait, comme l'avait la question d'un internaute tout à l'heure, quand l'immobilier est au sein de l'entreprise, quelque part ça gonfle le prix de la cession de l'entreprise, et donc il peut être intéressant de le sortir en amont, soit parce que ça réduit le prix de transaction, soit parce qu'il n'en a pas besoin. Donc dans ces cas-là, l'entreprise va céder son bien immobilier pour l'extraire, et il y aura une plus-value qui sera au taux de l'IS de 25%, calculée en fonction des amortissements qui auront été préalablement passés. Plus l'entreprise a détenu son bien, plus il sera amorti, plus la plus-value sera importante, et donc la fiscalité aussi. Alors ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a 2 moyens qui peuvent permettre au chef d'entreprise de récupérer son immobilier sans avoir à décaisser l'entièreté, la totalité de la valeur du bien. Le premier moyen auquel on pense facilement, c'est la distribution de dividendes. Un dividende est généralement payé en numéraire. Eh bien là, il sera payé par remise du bien immobilier. La seule chose, c'est que s'il y a 2 associés 50-50, s'il y en a un qui récupère l'immeuble, il va falloir donner à l'autre autant de dividendes que ce qu'a perçu le premier. Et donc là, ça peut être un petit peu difficile. À partir de là, on va étudier une deuxième solution qui sera la réduction de capital. L'associé qui souhaite se voir attribuer l'immeuble va vendre ses titres de l'entreprise à la société elle-même qui va les annuler, et c'est ça qui provoque la réduction de capital. Et cette cession de titres sera payée par remise de l'immeuble. Alors fiscalement, il va se passer quoi? Pour la société, la sortie de l'immobilier, c'est toujours la même chose, 25% sur la plus-value, il n'y a rien à y faire. Mais pour l'associé qui bénéficie de l'immeuble, à ce moment-là, c'est une fiscalité en général à 30% de flat tax, éventuellement majorée de 3 à 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ce qui veut dire que pour récupérer son immeuble, il ne va pas payer 100% de la valeur du bien, mais il va payer une fiscalité à hauteur à peu près du tiers. C'est pas la même chose à financer. C'est quand même assez conséquent. Comment est-ce que ça se passe, Hubert Fabre, quand on veut transmettre l'entreprise avec son immobilier dans le cadre familial? Alors, dans un cadre familial, on peut avoir envie de passer l'entreprise à la génération suivante. Alors là, on ne va pas rentrer dans toutes les considérations sur la transmission d'entreprise, mais il y a un dispositif qui va s'appliquer, je dirais, de manière indirecte à l'immobilier, qui est le dispositif Dutreil. Alors, ce dispositif Dutreil, c'est quoi? C'est une possibilité de bénéficier d'une exonération des 3/4 de la valeur transmise donc aux bénéficiaires de la transmission, donc à ceux qui bénéficient de la donation ou à ceux qui héritent. Et donc, c'est forcément extrêmement intéressant parce que si je transmets dans le cadre d'un pacte Dutreil, eh bien, à ce moment-là, je vais arriver à des taux qui seront au maximum, on va dire, de l'ordre de 10% à peu près, à comparer avec des taux de droit de succession qui montent jusqu'à 45%. Donc, on voit tout l'intérêt de ce dispositif. Alors, bien sûr, c'est pas gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier.
Les conditions, on les connaît, c'est le fait que l'entreprise doit rester entre les mains des bénéficiaires de la transmission pendant une durée qui est d'au moins 4 ans, voire 6 ans si il n'y avait rien qui avait été prévu. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper d'ailleurs ces engagements du trail, parce que quand vous anticipez les engagements du trail, vous gagnez 2 ans sur la période pendant laquelle vous êtes obligé de conserver. Et puis ensuite, il y a une autre condition qui tient à la personne qui va détenir la fonction de direction. La fonction de direction, il faut qu'elle soit tenue soit par celui qui donne, donc le chef d'entreprise sortant en clair, soit par ceux qui reçoivent, donc ceux qui bénéficient de la transmission. Donc si on respecte ces conditions, à ce moment-là, on peut effectivement bénéficier du dispositif du trail. Alors, ça peut être particulièrement intéressant, notamment dans les entreprises où il y a beaucoup d'immobilier. Si j'ai une entreprise de logistique, une entreprise de transport, je vais être propriétaire en général d'entrepôts et donc je peux transmettre mes entrepôts dans des conditions qui sont vraiment intéressantes, favorables. Alors que si je détiens mes entrepôts dans mon patrimoine privé et que je les transmets à mes enfants, je vais me retrouver avec des taux d'imposition qui vont pouvoir monter jusqu'à 45%. On a une réflexion d'un internaute qui nous dit, et c'est encore mieux si les parts sont détenues dans une holding. Alors, oui et non. C'est une bonne question parce que c'est une question qui est assez sensible, je dirais, aujourd'hui. Alors, dans les holdings, alors on va pas non plus, là aussi, on pourra en parler pendant 3 heures, on va en parler pendant 1 minute. Pour en parler pendant 3 heures, il faut aller chez son notaire. Voilà, exactement. Ou alors, il faut qu'on refasse une rencontre digitale comme aujourd'hui. Le problème qui peut se poser, c'est que la holding, en principe, ne bénéficie pas de cette exonération du trail, sauf si elle est qualifiée de holding dite animatrice, c'est-à-dire que c'est elle qui détermine et qui contrôle la stratégie du groupe. La difficulté qu'on peut avoir, c'est quand la holding détient d'un côté une société qui est une société d'exploitation et d'un autre côté une société, par exemple une société civile immobilière qui détient l'immobilier. Là, on a un point d'interrogation pour savoir est-ce que finalement, alors on va considérer, l'administration fiscale va considérer que c'est une activité mixte, c'est-à-dire qu'elle a à la fois un patrimoine d'exploitation et un patrimoine immobilier. Mmh. Et la question qui va se poser, c'est alors le Conseil d'État et la Cour de cassation nous ont dit très récemment, d'ailleurs c'était l'année dernière, que on pouvait bénéficier du dispositif du trail quand on avait des activités mixtes. Donc là, il n'y a pas de sujet. Maintenant, que se passe-t-il si la valeur de l'immobilier… C'est une décision définitive de la Cour de cassation. Donc, absolument. On ne reviendra plus jamais dessus. Qui ne reviendra plus jamais dessus. En revanche, la question qu'on n'a pas tranchée, c'est qu'est-ce qui se passe quand la valeur de l'immobilier est supérieure à la valeur de l'exploitation? Est-ce qu'on est vraiment dans une société qui est majoritairement une société d'exploitation ou est-ce qu'on est dans une société qui est majoritairement patrimoniale? Je vous prends un exemple classique, c'est celui des hôtels. Je veux dire, je peux par exemple avoir un groupe dans lequel j'ai des sociétés qui détiennent les murs des hôtels super bien placés à Paris, qui ont une valeur formidable, et puis qui à côté a des sociétés d'exploitation de ces hôtels. Pendant la période Covid, l'exploitation était moins florissante. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir un point d'interrogation pour savoir si je peux avoir ce pacte du trail. On a aussi parfois les concessionnaires automobiles qui nous disent « je suis un promoteur immobilier qui exploite des concessions auto ». C'est un peu le même cas? Tout à fait. C'est exactement la même chose. Et donc là, il faut vraiment regarder dans le détail et on peut pas donner une réponse immédiate comme ça. C'est quelque chose qu'il faut regarder plus précisément. Merci. Vous pouvez continuer de nous poser vos questions, évidemment, dans l'onglet en bas à droite de votre écran. Géraldine Pommery, si l'immobilier était conservé dans le patrimoine privé du chef d'entreprise, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Soit on veut le conserver au sein d'un patrimoine familial, et on pourra le donner, commencer à transmettre, notamment par exemple à un non-repreneur, c'est-à-dire que le repreneur de l'entreprise va avoir des titres de société et puis le non-repreneur l'immeuble d'exploitation. Ou alors on veut le céder. Ça dépend. Et alors, on pose la question de l'anticipation. Il arrive qu'on refasse sa vie, parfois assez tard. Aujourd'hui, la famille recomposée est la norme. Si on anticipe trop, est-ce que on ne risque pas de faire un mauvais pas, Hubert Fabre? Forcément. Enfin, je veux dire, c'est toujours la question, de toute façon, de garder, on va dire, une certaine flexibilité dans ces décisions. C'est-à-dire que si on fait des choix
qui sont trop, Catégoriques. trop catégoriques, trop engageants. Et après, on prend aussi les conséquences. On prend aussi les conséquences de ces choix. Donc c'est vrai que, notamment en matière de donation, c'est vrai que c'est une discussion qu'on a régulièrement avec nos clients qui disent mais est-ce qu'il faut que je donne, est-ce qu'il faut que je garde? La réponse, elle est nuancée, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut quand même toujours se garder quelque chose dont on a la complète maîtrise pour le cas où un événement de la vie ferait que ça ne se passe pas du tout comme on avait prévu. Alors, tout à l'heure, lors de la deuxième table ronde, on avait évoqué donc, la question donc, de l'usufruit. Est-ce que vous pouvez nous la redéfinir, même si Christophe Villepaut l'avait fait, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route et nous détailler l'intérêt éventuel de Bien cette sûr. solution? Donc, le droit de propriété, en fait, se décompose en deux parties. D'une part, il y a l'usufruit, c'est l'usage et les fruits, donc appliqué à un immeuble, c'est le droit d'utiliser l'immeuble personnellement ou pour sa société. Et puis, les fruits, c'est le droit de percevoir les loyers. Donc, d'une part, l'usufruit, et d'autre part, la nue propriété, qui est en quelque sorte le droit au capital et le droit de devenir plein propriétaire en fin d'usufruit. Alors, donc justement, il y a une question qui nous arrivait sur la donation de nue propriété. On nous posait aussi la question de l'intérêt d'une SAS ou d'une SARL immobilière. Alors, SAS, SARL ou pourquoi pas SCI. Moi, ce qui m'intéresse surtout, et on va y venir, c'est-à-dire que dans le processus de transmission, on peut effectivement transmettre en nue propriété. Je répondrai à la question un tout petit peu plus tard. On peut transmettre en nue propriété en se réservant l'usufruit. Donc ça a deux avantages. Le premier, il est financier, c'est-à-dire que le chef d'entreprise va pouvoir se réserver les revenus et compléter des revenus au moment de la retraite. Donc ça, financier. Le deuxième avantage, il est patrimonial. À partir du moment où on transmet pas la totalité du droit sur un bien, on va être taxé sur une quote-part simplement, ce qui est assez logique. Cette quote-part, elle est définie selon un barème établi par l'administration fiscale en décades. Qui fait ça très bien, en général. Qui fait ça très bien, bien sûr, en décades en fonction de l'âge de l'usufruitier. Reprenons notre star du jour, Monsieur Martin. Monsieur Martin, s'il a entre 61 et 70 ans, la valeur de son usufruit, c'est 40%. Donc, s'il transmet la nue propriété, il sera taxé sur 60% seulement. Et quand, en fin d'usufruit, l'usufruit va s'éteindre, son nue propriétaire, généralement l'un de ses enfants, va devenir plein propriétaire, eh bien, cet enfant ne sera pas taxé de manière supplémentaire. Donc, on voit bien l'avantage patrimonial à avoir transmis sur une valeur réduite à 60%. Voilà. Alors, la suite, c'est que cet immeuble, il peut être détenu en direct, mais il peut être détenu au travers de sociétés, que ce soit donc SARL, SAS, SCI. Et ça a un intérêt majeur quand on veut transmettre de manière échelonnée. C'est-à-dire que plutôt que de transmettre une quote-part indivise d'un immeuble, et ça, Christophe l'a très très bien expliqué à la précédente table ronde, avec tous les inconvénients de l'indivision, on va ajuster le nombre de titres que l'on va transmettre pour cette quote-part. La seule chose, c'est qu'il faut pouvoir, il faut même devoir, regarder ses statuts et regarder les pouvoirs de l'usufruitier et du nu propriétaire, voire du gérant. Et en matière de SAS ou de SCI, on a une très grande flexibilité de rédaction des statuts, moins en SARL. Mais tout ce qui est pouvoir et prérogatives, on va pouvoir les ajuster avant la donation pour pouvoir se conformer aux souhaits du donateur usufruitier sur les prérogatives qu'il souhaite conserver et celles qu'il va transmettre. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une surprise au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière en jouant sur l'usufruit, Hubert Fabre? C'est surprise, non pas vraiment, parce qu'on aura été bien conseillé avant, quand on aura été voir son notaire. Le principe de l'IFI, c'est que l'IFI est dû par l'usufruitier. Donc ça veut dire que la donation, finalement, ne va pas changer la situation du donateur par rapport à l'IFI, dans la mesure où c'est lui qui va être redevable de cet impôt sur la valeur de 100% de la propriété, même s'il n'a plus la nue propriété, il est quand même taxé sur 100% de la valeur de l'immeuble. On nous pose la question de savoir s'il y avait un intérêt fiscal à transférer une SCI dans une holding. Est-ce qu'il y a un intérêt fiscal à transférer une SCI dans une holding? Moi, je dirais que on retombe sur les questions précédentes d'une certaine manière. C'est la question, c'est ce dont parlait Nora tout à l'heure, de l'impôt, la fiscalité de l'impôt sur les sociétés par rapport à la fiscalité de l'impôt sur le revenu. J'imagine que si on transmet la SCI, on la met dans la holding, à ce moment-là,
on va passer à l'impôt sur les sociétés. Donc, du coup, ce ne sera pas forcément intéressant au moment de la sortie de l'immobilier. Maintenant, si on est dans une perspective de transmission de la holding dans un cadre, par exemple, de transmission familiale avec un pacte Dutreil, là, au contraire, ça peut devenir très intéressant pour diminuer le coût de cette transmission. Alors, dernière question, brièvement, il paraît qu'on ne peut donner que 100 000 euros. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui et non. Oui, alors, en fait, 100 000 euros, c'est le montant de l'abattement qui existe entre donateur et donataire, par binôme donateur-donataire, abattement qui se renouvelle tous les 15 ans. Bien sûr, on peut donner plus, mais si on donne plus, on est taxé. Et c'est un barème, les droits de mutation à titre gratuit, c'est un barème progressif, un petit peu comme l'impôt sur le revenu, sauf que les tranches vont de 5 à 45%, et que très honnêtement, les 3 premières tranches de 5, 10, 15, elles sont très très vite mangées. À partir de 16 000 euros, au-delà des 100 000, on est déjà à 20%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, abattement et barème progressif se renouvellent tous les 15 ans, d'où, et on reboucle avec toujours la même idée, anticiper. Voilà. Merci Géraldine Pommery. Je précise qu'on avait beaucoup de questions qui nous sont arrivées sur cette question de la transmission. On vous répondra par email dans la journée ou dans les jours qui suivent. C'est une promesse sur laquelle s'engage NCE, donc notaire conseil d'entreprise. Merci à tous les deux. Géraldine Pommery, directeur du département entreprise à l'UNOFI, l'Union notariale financière. Merci. Et Hubert Fabre, président de NCE, je vous propose donc de rester avec moi pour clore cette matinée. On a vu ce matin une pluralité de cas et au regard de nos échanges, diriez-vous que la réflexion immobilière est si bouleversée que cela par le développement du télétravail? Bien, on a vu que ça touchait plus certains secteurs que d'autres, bien évidemment, puisqu'il faut que ce soit des secteurs dans lesquels le télétravail peut être mis en œuvre. Hein. Il est moins facile de mettre en œuvre le télétravail pour les ouvriers d'une usine que pour des employés de bureau. Maintenant, je pense que ça, aujourd'hui, on assiste vraiment à une mutation, c'est-à-dire qu'on a bien entendu le besoin de flexibilité, le besoin de collaboration, le nouveau rôle finalement de l'entreprise, hein, puisque si les personnes travaillent chez elles, elles viennent pour rencontrer des collègues, recevoir de l'information, donner de l'information aux autres. Donc finalement, ça impacte directement ce qui se passe au niveau de l'immobilier, au niveau de la structure de l'immobilier. Et puis on a vu aussi que il y a des fondamentaux qui restent, les fondamentaux justement de la détention, les fondamentaux de la transmission. Ce sont des questions qu'on a vraiment effleurées parce qu'on avait peu de temps disponible, mais on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup de paramètres. Il y a une fiscalité qui n'est pas simple. Et donc, à nouveau, le maître mot qui est l'anticipation et le recours à des conseils extérieurs pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Merci Hubert Fabre, président de NCE, organisme de ces 3e e-rencontres notaire conseil d'entreprise. Mais merci également à Virginie Dejoie et Éloi Fouquard pour la préparation de ces e-rencontres, ainsi qu'aux équipes techniques d'Azoka. L'ensemble de ces échanges vous seront bientôt restitués en ligne, ainsi que sur la chaîne YouTube du réseau NCE. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.